Hello, on est lundi 4 juillet. Je m'apprête à ranger les livres que j'ai pu lire au mois de juin. Et donc du coup, il est l'heure de faire ma vidéo mensuelle de mes 3 préférés. Donc c'est parti. Alors comme d'habitude, avant de commencer, on va faire le petit topo du mois. Donc, je sors mon petit carnet de lecture pour vous dire tout ça. Alors, sont rentrés dans ma pile à lire 15 romans et 12 graphiques. Globalement, j'en ai quand même acheté plus de neuf que d'occasion. Hein. En occasion, j'en ai acheté un, deux, deux. Donc forcément, ça fait... Après, en occasion, il y a pas mal de BD et de graphiques. Donc du coup, ça compense un peu, mais bon, pas assez à mon goût. Mais voilà, du neuf, mais plus chez ma libraire que j'ai moins acheté sur Amazon. Moi qui aime bien la facilité, j'essaie de mettre à l'honneur un peu plus les achats en fait en librairie et dans les librairies près de chez moi. Alors, combien sont sortis de ma pile à lire? Il y a 15 romans qui sont sortis. Et alors, il y en a, je regarde juste... Combien d'audio? Un, l'Assassin Royal. 2, dont 2 audios. Donc j'ai lu 13 romans et 2 audios. Et j'ai lu 12 graphiques. Donc ça, c'est plutôt cool. En fait, j'en ai lu autant que sorti. En revanche, mon nombre de livres dans ma palle est un peu plus haut parce que j'en ai emprunté aussi à la bibliothèque. Je pense que c'est ça, le truc. Donc les emprunts, en fait, je les rentre pas dans la partie in. Alors, voilà, c'est assez équilibré, on va dire, mais ça serait bien qu'il en sorte plus qu'il ne rentre. Mais pour le moment, tant que c'est équilibré, on va dire que ça va. Hein. Alors, on passe au roman préféré. Bon, je vais pas faire très original, puisque je n'arrête pas de vous en parler, mais j'ai eu un énorme coup de cœur pour la saga de 1Q84 de Haruki Murakami, qui est sorti, j'aimerais bien savoir, tiens, je ne sais pas, 2010 au Japon et traduction en 2012 aux éditions Belfond. Énorme coup de cœur. Donc là, en fait, on est dans un univers un petit peu fantastique, mais vraiment, c'est pas énorme. Si le fantastique vous fait peur, on est plus dans de l'imaginaire, légèrement imaginaire. Enfin, il y a des toutes petites pointes de fantastique. Tout ce qu'il faut pour un tout petit peu déstabiliser un récit qui pourrait être finalement très réaliste. On suit 2 personnages, un jeune homme et une jeune femme qui approchent la trentaine, qui, quand ils étaient enfants, qu'ils étaient en primaire, ont été dans la même classe à un moment, pas très longtemps. Aomame, donc qui est la jeune femme, ses parents, quand elle était petite, étaient et sont toujours... je l'ai fait il y a 2 secondes, je l'ai perdu, c'est une blague, témoin de Jéhovah. Et donc, il faisait œuvre de prosélytisme assez fort, et donc ils allaient souvent en fait prêcher la bonne parole et faire du porte-à-porte. Et donc Aomame a été élevée là-dedans, et en fait quand elle a pu, et assez rapidement, elle s'est enfuie de chez ses parents et elle a complètement coupé les ponts avec son enfance, cette religion extrêmement forte et ancrée dans tout son quotidien. Et lui, Tango, alors, il n'y avait pas de religion particulière, mais il y a une histoire étrange dans son enfance au même âge quand ils se sont rencontrés avec Aomame. Donc Tango, c'est un jeune homme qui est professeur de maths, si je ne dis pas de bêtises, et qui, à ses heures perdues, et vraiment avec beaucoup d'envie, aimerait devenir écrivain. Et quand il était enfant, en fait, il a un souvenir, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a un souvenir particulier de sa mère. Il a des souvenirs très petits, et il la voit en train de faire l'amour avec un autre homme, en fait. Et pour lui, dans sa tête,
la personne qui l'a élevé, donc son père, parce que sa mère s'est enfuie assez rapidement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, et la personne qui l'a élevé, donc cet homme qui l'a élevé, qui était collecteur des impôts, lui, des impôts de télévision, vous savez, la taxe de télévision, pour lui, c'est pas son père. Et alors, quand il était enfant, il a forcé son fils, Tengo, à l'accompagner tous les week-ends pour faire pour aller collecter la redevance de télévision auprès de toutes les familles, donc faire du porte-à-porte. Donc Tengo comme Aomame se sont croisés enfants à cette époque-là où aucun des deux n'avait envie en fait d'accompagner leur famille. Ils étaient dans des crises existentielles assez jeunes. Et puis Aomame est parti du jour au lendemain. Il y a eu un truc entre eux d'assez fort. Il l'a toujours trouvé un petit peu bizarre, d'ailleurs, elle était vraiment à part. Et ils se sont séparés, en fait. Ils ne sont pas séparés, mais elle s'est enfuie, on ne sait pas où, et elle a complètement disparu de la vie de Tengo. N'empêche que elle l'a marqué, et inversement aussi. Et on les retrouve, on va dire, 20 ans après. Et ils ont toujours ce personnage d'Aomame et Tengo dans la tête, et ils avancent dans leur vie. Et jusqu'au jour où il y a quelque chose d'étrange qui va se passer, des petits éléments du quotidien qui vont devenir très étranges. Par exemple, Aomame va passer en fait un moment où elle devait faire une partie de son travail, parce que je vous ai pas dit, mais Aomame, donc elle est coach de sport, et donc elle est dans une salle de sport, mais elle s'occupe aussi chez les particuliers de faire des cours particuliers chez les gens. Et elle a une de ses clientes qui est une vieille dame auprès de qui vraiment elle a appris beaucoup aussi. Elles ont beaucoup échangé. Cette vieille dame est assez étrange. On sait juste qu'elle a une maison en fait, elle a retapé ça comme un lieu en fait de repos pour les jeunes femmes qui ont été maltraitées en fait par les hommes, violées, harcelées, tout ça. Donc elle est voilà. Et Aomame est liée à ça. Je ne vais pas vous dire plus parce que elle est liée à ça. Elle va se lier avec cette dame et ce lieu. Et elle va, donc un jour où cette vieille dame va envoyer Aomame quelque part, elle va être coincée en fait sur le périphérique, et le chauffeur de taxi va lui dire qu'il y a un petit raccourci en fait, donc qu'il fallait qu'elle descende en plein milieu du périph', et qu'il y a un circuit souterrain qui l'emmènera à un endroit où elle pourra tout de suite retrouver beaucoup plus facilement le chemin pour aller là où elle doit aller. C'est pas clair, mais parce que c'est censé pas être clair, c'est un peu étrange. Et donc, elle prend ce chemin, et on sent qu'il se passe un truc. On sait pas trop quoi, mais il se passe un truc. Et quelques jours après, Aomame, elle constate que dans le ciel, il n'y a plus une seule lune, mais 2 lunes. Notre belle lune jaune, rose, et à côté, une petite lune verte. Et en fait, elle ose en parler à personne parce qu'elle se rend bien compte qu'il y a un truc qui va pas. Surtout que quand je vous en ai parlé, je vous ai dit, elle a une mémoire sans faille. Elle a une mémoire sans faille, un peu comme Tengo aussi. Ils se ressemblent sur pas mal de points. Et donc, elle a une mémoire sans faille, mais pourtant, il y a des choses qui se passent dont elle n'a pas souvenir. Et alors ça, elle se dit qu'il y a quelque chose de très, très étrange. Il va y avoir plein de personnages qui vont graviter autour de Tengo et d'Aomame, et chaque chapitre, ça va être un coup Tengo, un coup Aomame. Et la vraie question, la principale question, c'est savoir si à un moment ils vont peut-être se recroiser. Et je vous dirai pas, parce que là est tout l'enjeu de ce livre, bien qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a envie de savoir la suite, mais vraiment, vraiment envie de savoir la suite. Il n'y a pas une intrigue extrêmement forte, mais alors Haruki Murakami arrive à nous tenir par la main et en haleine avec une histoire qui est extrêmement... elle est pas lente, elle est extrêmement descriptive, elle prend son temps, elle pose les personnages.
J'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. J'ai adoré l'écriture de Murakami. Alors, j'avais beaucoup apprécié. J'ai retrouvé en fait la qualité d'écriture du meurtre du commandeur. Mais le souvenir que je garde du meurtre du commandeur, c'est effectivement un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est une histoire aussi assez étrange, mais réaliste, mais avec cette petite dose d'étrangeté. Un peu, vous voyez, ça me fait penser à ce classique que j'ai écouté il n'y a pas très très longtemps, le portrait de Dorian Gray. Ça me fait penser un peu à ça parce que donc on suit des personnages tout à fait réalistes et il y a un petit truc qui fait déraper l'histoire, quoi. Un petit truc qui peut presque amener vers des situations extrêmement étranges, dérangeantes. C'est ce qu'on trouve là. Et alors, il arrive à nous donner des petits indices petit à petit pour faire avancer l'histoire de façon extrêmement bien dosée. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre que je relirai. Donc là, on a le tome 2, le tome 3. Le tome 1, on l'a lu au mois de mai. Et on a adoré... je dis on parce qu'on l'a lu en lecture commune avec les deux Marlène. Et qu'est-ce qu'on a apprécié vraiment. C'était un vrai bonheur. Il faut que je fasse la photo de la trilogie pour partager mon énorme coup de cœur. Je crois que ça fait... Pour moi, quand j'en parlais à mon homme, là, je disais, bah, franchement, je crois que ça y est, j'ai trouvé un autre livre préféré. Alors, mon autre livre préféré d'avant, qu'il faut que je relise parce que c'était vraiment l'ancien. Assez ancien, je me souviens plus trop. C'est ça, mon chouchou, quoi. Mon chouchou de tous les temps. C'est L'Idiot de Dostoïevski. Je l'ai sorti là parce que j'ai très envie de les relire. Je me vois bien les lire à l'automne. Mais bon, bref, rien à voir. Hein. C'est pas le sujet. J'ai dérapé complètement. En tout cas, mon nouveau chouchou, c'est Haruki Murakami. Et c'est cette saga. Alors, bientôt, je lirai d'autres Murakami. Parce que j'ai très envie de lire toute sa bibliographie et il y en a pas mal. Donc j'ai de quoi faire, c'est cool. Autre second coup de cœur, Grâce et dénuement, qui n'a pas, pour lequel je n'ai pas mis 5 étoiles. Hein. Là, on est sur 5 étoiles sur un Q84. Là, j'ai dû mettre 4,5 sur 5. Alors, on n'était pas loin du coup de cœur, donc c'est Grâce et dénuement d'Alice Vernet ici chez Babel Édition, donc Actes Sud, poche. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas eu le coup de cœur de la plume, bien que j'ai quand même surligné des choses. J'ai été extrêmement émue à la fin. Cette histoire est une histoire assez réaliste. Donc on est dans un camp de gitans dans la banlieue parisienne. On est dans les années, je sais pas, je dirais 1990. Je sais plus. Enfin bon, en tout cas, c'est pas forcément le plus important. Peut-être les débuts des années 2000. Et on va suivre en fait une famille de gitans dans plusieurs caravanes. Il y a une matriarche qui a donc ses 4 ou 5 garçons, je sais plus, et toutes ses belles-filles avec elle. Et en fait, elles vivent sur le même lieu avec tous les enfants qui gravitent autour. Et les enfants, bien sûr, ne vont pas à l'école, ils sont pieds nus, ils sont sales, mais il y a une certaine liberté. Bon, liberté assez limitée puisque comme ils s'ennuient, ils vont voler des trucs, ils vont faire un peu n'importe quoi. Et il y a une personne, une bibliothécaire qui va venir, alors mue par quelle ambition? Peut-être une ambition culturelle, on va dire, de peut-être leur apporter quelque chose qui pourrait leur manquer. Moi, je dirais plutôt mue par l'envie de montrer ce qui peut exister. Pour moi, il n'y a pas de jugement de valeur. Elle arrive sans autre objectif qu'aller lire des histoires à ses enfants. Je crois qu'elle est, pour moi, enfin, c'est pas le personnage principal. On voit ça, c'est très descriptif. Le narrateur est extérieur à la scène, donc on suit pas le personnage de la bibliothécaire. On suit ce lieu plus, cet endroit. On est vraiment sur cet endroit occupé par les gitans, et donc il va. Je suis en train de regarder.
Oui, non, bref, rien à voir. On va suivre cette bibliothécaire qui vient, donc de temps en temps, elle va venir de façon de plus en plus régulière, raconter des histoires. Et petit à petit, les enfants vont être tellement passionnés par toutes les histoires. D'ailleurs, il est question de beaucoup de classiques pour enfants super chouettes. Les enfants sont complètement happés par les histoires. Et petit à petit, forcément, le livre va les attirer. Ils vont se répéter les histoires, avoir envie peut-être d'apprendre à lire eux-mêmes. Et les adultes vont aussi du coup venir vers cette bibliothécaire pour ouvrir un peu, s'ouvrir un peu à elle. Et petit à petit, il va se tisser des liens. Et elle va même essayer d'envoyer une des enfants à l'école, ce qui ne va pas forcément être simple. Voilà, donc on est dans les histoires familiales, on est dans une tranche de vie qui dure, je sais pas moi, 2 ans, quelque chose comme ça, avant qu'il se passe autre chose, avant qu'il y ait une autre transition. Et j'ai trouvé, en fait, ce que j'ai aimé, c'était voilà, la façon dont c'était décrit. Je trouvais que c'était intéressant, la façon dont c'était fait, sans emphase, sans morale particulière. Ça m'a touchée, en fait. Ça m'a vraiment touchée. Et du coup, j'aimerais bien aller voir ce que Alice Vernet a écrit d'autre. Je crois qu'elle a beaucoup écrit sur l'amour et sur la place de la femme, si je dis pas de bêtises. Mais je ne sais pas, parce que je ne connais rien d'autre d'elle. Et sinon, j'ai mis en troisième La fille sans qualité de Julie Zé, encore chez Babel, et ici qui est traduit de l'allemand, qui est largement inspiré de L'homme sans qualité de Robert Musil, qui était ma bricasse dans le cadre de la pile à lire de l'enfer. J'en suis venue à bout, et malgré quelques passages que j'ai trouvés parfois très longs, parfois moins intéressants que d'autres, parce que je l'ai lu 30 pages par 30 pages pendant tout le mois, j'en garde beaucoup de réflexion. J'ai vraiment passé pas mal de temps à essayer de comprendre ce que l'autrice a voulu nous donner. En fait, elle trace le portrait d'une génération allemande qui a beaucoup de mal à se reconstruire et qui est extrêmement intelligente, qui est complètement... donc en fait, on suit une jeune fille qui s'appelle Ada et qui a 14 ans au moment de l'histoire. Et cette jeune fille est extrêmement intelligente, presque trop. Et en fait, elle est complètement en décalage avec ses autres camarades en fait de lycée. Et elle va susciter l'intérêt de certains professeurs, notamment, comment s'appelle-t-il? Bon, c'est pas grave, on s'en fiche des noms, mais en fait de son professeur d'allemand et de sport, qui est le même professeur, parce qu'elle court extrêmement bien et elle a toujours des remarques extrêmement pertinentes, voire inquiétantes en cours, parce qu'elle va vraiment très très loin. Et elle va aussi croiser le professeur d'histoire qui va être aussi complètement bouleversé. On va rentrer dans la vie de tous ces personnages, dans leur quotidien, dans leurs relations avec les autres, avec les femmes, avec leurs familles, avec leurs enfants. Et en fait, le truc, c'est que Ada, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Aleph et qui est plus âgé qu'elle et qui va se retrouver en fait... je crois qu'il va se retrouver au lycée avec elle, et qui est complètement désabusé aussi, parce que c'est vraiment cette génération, les tours sont tombées, la guerre du Golfe est terminée, le conflit des Balkans, les attentats de Madrid, ils sont extrêmement perturbés et extrêmement avisés vis-à-vis de cette période. Et leur façon de voir les choses fait qu'il y a un côté en fait assez nihiliste. Et pour supporter ou vivre avec tout ce que le monde leur impose, ils ne voient qu'une solution, c'est de se parer de tout sentiment en fait. Tout sentiment, toute sensation, et donc toute qualité en soi. C'est-à-dire que voilà, ils ne peuvent pas aimer puisqu'ils ne sont rien d'autre que ce qu'ils sont. Donc il y a toute une partie philosophique, politique importante, réflexion politique, réflexion sur l'avenir, les possibles,
l'espoir ou le désespoir. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant, pas tout le temps, il y a des moments où je trouvais un petit peu lourd, mais en tout cas ça a fonctionné avec moi et ça m'a vraiment donné envie de lire, voire relire, parce que j'avais commencé L'homme sans qualité de Robert Musil. Et on l'a plus en fait dans la bibliothèque, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'était à mes beaux-parents, donc on avait dû le lire chez eux. Et moi, j'aimerais bien le racheter en fait et le relire, voire relire Robert Musil, parce que quand j'en ai parlé avec mon homme, il m'a dit qu'effectivement lui, il adorait Robert Musil notamment, il a écrit des pièces de théâtre dont il m'a parlé et ça m'a donné vraiment envie de relire. Voilà, donc intéressant, vraiment intéressant. Je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est assez... voilà. Et donc je parle beaucoup trop longtemps, mais en même temps c'est les 3 préférés, je vois pas pourquoi je passerai pas du temps. Et alors on va parler des graphiques. Alors j'ai mis... Ah oui, le premier, je vous en ai parlé, mais je les ai plus avec moi parce que je les ai rendus à la bibliothèque. Et ce ne sont que des livres de la bibliothèque, mes coups de cœur graphiques. Donc, Couleur de peau miel de Young, qui est un enfant coréen qui vit aujourd'hui en France, mais qui a grandi du coup en Belgique, qui a été adopté par des parents belges. Et en fait, il va raconter son histoire avec un ancrage très historique aussi sur l'histoire de la Corée et cette période où il y a eu une énorme crise et en fait, voilà, beaucoup d'enfants coréens ont été adoptés, énormément, des milliers, et en fait, tous ces enfants ont eu énormément de mal à se construire suite en fait à ce déracinement, et il y a eu beaucoup de suicides, de dépression, et en fait, c'est une autobiographie de Jung qui explique comment, ben voilà, dessiner, faire des bêtises, tout ça, en grandissant, l'a construit, comment il a eu des difficultés. Il y a une image très forte de lui où il a différents tiroirs dans sa tête, parce qu'effectivement, il a le tiroir de la culture asiatique, le tiroir de l'enfant coréen dont il a plus de souvenirs, le tiroir belge, voilà. Donc il y a beaucoup de tiroirs dans sa tête, toutes ces facettes de lui qui ont du mal, en fait, à s'ancrer et il a eu beaucoup de difficultés à se construire dans sa différence, dans le regard des gens, dans son regard sur lui-même, tout ça, et c'est écrit avec de l'humour, c'est ancré dans l'histoire, ce que je vous dis, donc on apprend énormément de choses, les dessins sont vraiment chouettes, moi j'ai vraiment été émue, j'ai appris beaucoup de choses, donc je peux que vous le conseiller, et dans le cadre de l'année asiatique 2022, le challenge que j'organise cette année, il est parfait pour comprendre une partie de l'histoire coréenne. Donc je vous le conseille. J'ai aussi mis, là je les ai les 2 autres, j'ai aussi mis dans les coups de cœur de ce mois-ci, La cantine de minuit de Yaro Abe chez le Lézard Noir. Là, c'est un premier tome, mais en fait ce sont des petites nouvelles, des petites scénettes qui se passent dans un restaurant qui est ouvert que très tard le soir, en fait quand tous les autres restaurants ferment. Le personnage, le cuisinier de ce restaurant ouvre ses portes, et du coup il y a tout un public particulier, public de la nuit, qui vient goûter en fait ce qu'il fait. Alors son credo, c'est de dire que si tu as envie de manger quelque chose et que j'ai les ingrédients pour le faire, je te le cuisine quand tu me le demandes. Donc les clients arrivent et ils demandent des choses un petit peu différentes, et tout tourne autour de le choix de ces plats, qui racontent à chaque fois l'histoire de chaque client. Et on tombe sur des histoires très émouvantes, très marrantes parfois. On parle d'acteurs porno, d'acteurs, de couples qui se font, qui se défont, qui se refont. Voilà, il y a beaucoup de choses abordées. Pas toujours des sujets gays, mais vu d'une certaine... C'est dessiné de façon assez marrante. On parle beaucoup de cuisine, donc ça peut vous donner faim. Je vous montre le trait de crayon un peu particulier.
Il y a beaucoup de sujets à aborder, même la diversité. Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt chouette, c'était parfois amusant, parfois touchant. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment bien. Et je lirai la suite, je vais regarder à la bibliothèque s'il y a le tome 2. Et puis, dernier coup de cœur, lui aussi dernièrement, 47 cordes de Timothée Le Boucher. Ici, on est chez Glénat, donc c'est une énorme BD que j'ai dévorée en une seule fois. J'ai autant aimé le graphisme, qui est, je trouve, assez inspiré des comics, que la mise en couleur, que je trouve très belle. Et puis l'histoire qui est assez fantastique, puisqu'on suit une métamorphe. Là, je vous ai montré tout à l'heure donc une métamorphe, donc qui peut forcément se changer, c'est l'idée, c'est un personnage qui peut se changer en voilà, toutes les facettes un peu qu'elle peut avoir. Son objectif, c'est qu'en fait, elle tombe amoureuse, elle est particulièrement intéressée, intriguée par ce jeune homme qui s'appelle comment? Ambroise. Et donc, qui est harpiste. Et en fait, elle va prendre différents visages, et notamment celui d'une cantatrice qui est complètement fantasque, délurée, et qui donc elle va l'amener chez lui, et elle va l'amener chez elle, et chez elle, elle a une harpe. Et en fait, Ambroise, lui, il n'a pas beaucoup d'argent, donc il n'a pas les moyens de s'acheter une harpe. Et en fait, elle lui dit qu'elle peut lui donner, mais qu'à chaque fois, il va devoir, pour gagner une des cordes de la harpe, qui en contient 47, il va devoir relever des défis. Et alors, ça peut être des défis un peu particuliers. On est beaucoup sur la séduction. En fait, elle cherche petit à petit à le faire sortir de ses limites, autant créative que personnelle, amoureuse. Et en fait, Ambroise est un personnage masculin assez effacé. On comprend pas trop pourquoi. Petit à petit, on va comprendre. Et j'ai trouvé que c'était amené d'une façon subtile, que c'était intéressant. Autant le personnage de la métamorphe que le personnage d'Ambroise sont vraiment ont un côté vraiment étrange, qu'on a envie de comprendre. Je trouvais que c'était bien réussi. C'est le tome 1. Le tome 2 devrait sortir prochainement. Et du coup, je verrai. J'espère que la bibliothèque prendra la suite, parce que j'ai très envie d'aller voir la suite. Hein. Mais voilà. Il y a beaucoup de séduction. Il y a parfois des scènes un petit peu olé olé. Mais voilà, tout ça. Je voulais vous dire ça. Donc c'est pour un public plutôt adulte, je dirais. Voilà, on a fait le tour de mon mois de juin, qui fut un mois intéressant, puisque j'ai eu un énorme coup de cœur. Voilà, je suis plutôt contente de mes lectures. J'ai pas eu d'abandon, j'ai lu tout ce que... Non, j'ai pas eu tout ce que je voulais, mais voilà. En tout cas, je me suis bien éclatée dans mes lectures. J'espère que ce fut la même chose pour vous. N'hésitez pas en commentaire à me dire quelle est la lecture de juin que vous avez préféré faire, ou votre dernière lecture préférée que vous voulez peut-être me conseiller. Si vous avez lu les livres dont j'ai parlé, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus. Et puis si vous avez juste envie de soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à me mettre peut-être une petite icône soleil dans les commentaires, comme ça. Plus il y a de commentaires, plus il y a de pouces en l'air, plus il y a d'abonnements, plus ma chaîne va remonter dans l'algorithme de YouTube et pourra être proposée aux autres personnes qui éventuellement pourraient du coup lire un peu plus, avoir envie de lire plus, et juste ça, c'est cool. Vous avez vu un peu mon orchidée comme elle est belle? Je suis trop fière, parce qu'elle est repartie, j'ai cru qu'elle allait mourir, elle est trop belle. J'arrête pas de la filmer dans tous les sens d'ailleurs. Bon allez, je vous laisse là. Faut que j'aille travailler moi, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye.